Oh, toi, tu veux te faire des revenus grâce à ta passion de la vidéo, mais tu ne sais pas quels sont les statuts possibles, quelles sont leurs différences, comment les choisir? Eh bien, je vais essayer de te montrer tous les choix possibles, parce que c'est intéressant de connaître leurs différences, pour ne pas te faire avoir et surtout choisir celui qui te correspond le mieux. L'idée, c'est pas de te décrire tout dans les détails les plus infimes, parce que c'est chiant et surtout on retiendra pas tout par cœur. L'objectif dans cette vidéo, c'est donc de faire simple, que tu aies quelques chiffres en tête et que tu comprennes un peu mieux comment tout fonctionne. Premièrement, les différents statuts. Tu as différents statuts possibles que je vais essayer de t'expliquer simplement. On peut les diviser en deux catégories, le salarié et l'indépendant. Le salariat consiste à être embauché dans une entreprise en CDD ou en CDI. Le CDI, le contrat à durée indéterminée, est peut-être le statut le plus rassurant puisqu'il te garantit un salaire fixe à la fin de chaque mois, mais c'est peut-être le statut qui va te restreindre le plus si tu as l'ambition de monter tes propres projets ou de choisir simplement tes projets. Ensuite, tu as le CDD, le contrat à durée déterminée. C'est comme le CDI mais pour une durée limitée, par exemple 6 mois. Et puis tu as le CDDU, le CDD d'usage, en gros l'intermittence, qui te permet de passer d'un projet à l'autre, de travailler pour différentes boîtes. Le statut d'intermittent, l'intermittence, tu ne l'obtiens que si tu as travaillé 507 heures d'intermittence en moins d'1 an. Il te permet de toucher un chômage intermittent qui est proportionnel à ce que tu auras gagné dans cette année. Et ce chômage, tu le toucheras l'année d'après seulement sur les jours où tu ne travailleras pas. Et il faudra ensuite que tu refasses ces 507 heures pour renouveler ton statut. Et puis tu as les indépendants, en gros ceux qui facturent leurs prestations. Au lieu d'être employé par un patron, tu es prestataire d'un client. Il te faut donc créer une entreprise pour pouvoir facturer. Tu as le choix entre plusieurs statuts. Une entreprise, c'est comme une autre personne que toi. On dit que ce n'est pas une personne physique, mais une personne morale. Elle a donc un nom, une adresse et un compte en banque. Dans les indépendants, on a les entreprises et les micro-entrepreneurs, anciennement les auto-entrepreneurs. Contrairement à une entreprise classique qui est séparée de toi, une micro-entreprise c'est toi. Elle porte donc ton nom et a le même compte en banque que toi. Je vais maintenant t'expliquer ce que je sais des entreprises pour que ce soit plus simple ensuite de comprendre les statuts de salarié et intermittent. Puisque dans tous les cas, même si tu es juste salarié, il y a toujours une entreprise quelque part pour te payer. Deuxièmement, les entreprises. On va commencer par le plus simple, le statut de micro-entreprise. Alors lui, pour le créer, c'est vraiment simple, tout se fait en ligne et c'est gratuit. Donc si à un moment on te demande de payer quelque chose, c'est que t'es pas au bon endroit. Voilà, à savoir. Tu vas sur le site de l'auto-entrepreneur.fr. Bon, l'URL va changer puisqu'ils ont renommé ça en micro-entreprise, donc je ne sais pas où ça sera. Je te mets le lien dans la description, c'est plus simple. Donc tu remplis un formulaire et à savoir si tu as moins de 25 ans, tu peux bénéficier de l'ACRE, aide aux chômeurs créant ou reprenant une entreprise. Bon, même si t'es pas chômeur, ça marche. C'est une aide qui pendant les 3 premières années vont baisser à fond les charges, donc demande-la. Une fois ta demande faite, tu vas recevoir ton numéro de SIRET par courrier. Voilà, c'est le numéro de ton entreprise. Et c'est le numéro que tu dois mettre sur tes factures. C'est donc le numéro qui te permet de commencer à facturer tes clients. Pour faire simple, imaginons tu as un client qui te demande de faire une prestation. Tu évalues et tu lui fais un devis qu'il devra signer. Une fois signé, ce qui te garantit qu'il paiera si la mission est exécutée, tu peux commencer à faire ta prestation. Et avant ou pendant ou après ta prestation, tu lui enverras ta facture qu'il réglera. Tu peux d'ailleurs spécifier sur le devis qu'il devra te régler 50% avant la prestation et 50% après. C'est possible. Parce que oui, ça arrive des clients qui ne payent pas ou très tard. Et parfois tu ne peux pas faire grand chose, surtout si ton client c'est une petite boîte et qui entre-temps a fermé. Pour faire tes devis et tes factures, ne te fais pas arnaquer, tu n'as pas besoin d'acheter un logiciel pour ça. Tu peux très bien le faire sur Word, sur Excel, sur ce que tu veux. Vérifie juste les mentions obligatoires à mettre dessus, comme ton numéro de SIRET, ton adresse, etc. Donc imaginons concrètement, tu veux facturer à ton client 1000 €. Quand tu es micro-entrepreneur, tu ne factures pas de TVA. Tu sais, la TVA, c'est la taxe que tu payes constamment sur tous les produits que tu achètes. Elle équivaut à 20% du prix du produit et elle va dans les caisses de l'État. Donc en tant que micro-entreprise, on dit que tu as une franchise de TVA. Ton montant TTC, toute taxe comprise, équivaut à ton montant hors taxe. Tu vas donc facturer 1000 € hors taxe et ton client te réglera bien 1000 €. Jusque là facile. Pour faire simple encore, imaginons que c'est la seule prestation que tu aies faite de l'année. On dit donc que ton chiffre d'affaires annuel est de 1000 €. Tu as facturé en tout 1000 € dans l'année. Et bien sur ces 1000 €, tu vas devoir payer des charges. Ça s'appelle l'impôt sur le revenu ou IR. Et ce qu'il te reste, c'est à toi, c'est ta rémunération. Cette charge, elle est différente suivant ton activité. Nous, comme on fait du service, on va l'arrondir autour de 25%. J'arrondis parce que chaque année, elle évolue. Donc un quart. Par contre, si t'as l'ACRE, la première année, c'est autour de 5%. Pas mal. Donc on a vu la micro-entreprise et maintenant l'entreprise. Alors là ça peut se compliquer un peu, surtout pour la monter ton entreprise. Soit t'es courageux et tu le fais par toi-même, soit tu payes un comptable pour qu'il te conseille et qu'il le fasse à ta place. Oui, parce que pour créer une entreprise, il n'y a pas de petit formulaire en ligne. Non, ça serait trop simple. Alors comment on fait pour la créer ? Il
faut déjà que tu écrives les statuts de l'entreprise. Alors tu peux trouver des modèles de statuts tout faits sur internet. Les statuts vont déterminer la forme juridique de ton entreprise. Oui, parce qu'il y a plusieurs choix. On en parle juste après, ok? Tu vas devoir aussi ouvrir un compte en banque au nom de l'entreprise. Ouvrir un compte d'entreprise en France, je n'en ai pas trouvé de gratuit. C'est à peu près le même montant chez toutes les banques, autour de 60 € hors taxe par mois. Pour l'ouvrir, tu dois y déposer un chèque au nom de ton entreprise avec le montant de ce qu'on appelle le capital de départ. Donc tu fais un chèque par exemple de 1000 €, enfin le montant est libre donc tu peux très bien inscrire 10 € dessus. Et même si ton capital de départ est écrit dans tes statuts ou sur tes factures ou aide à rassurer tes clients ou à obtenir des emprunts, c'est les seules utilités que je connaisse, c'est plus malin à mon avis de mettre le minimum. Enfin, c'est comme tu veux, c'est suivant ce que tu comptes faire. Mais si tu as besoin de payer des petits frais que ta boîte génère au démarrage, tu peux prêter ton argent perso à ta boîte, que tu pourras récupérer ensuite sans frais. Alors que l'argent de ton capital de départ, tu ne pourras pas le récupérer sans frais. Il appartient à ton entreprise. Ok, tu vas comprendre après quand même, tu peux te rémunérer avec ta boîte, mais avec des charges. Il faut aussi, quand tu montes ton entreprise, que tu déposes une annonce dans un journal officiel que personne ne va lire. C'est juste pour que ton entreprise dise au monde « Hey, j'existe !» C'est obligatoire et c'est payant. Dans l'annonce, je crois que tu mets le nom de ton entreprise, l'adresse et le montant du capital de départ. Et ensuite, tu vas déposer tout ça à la chambre de commerce la plus proche de ton entreprise. Donc les statuts, la preuve de la diffusion de l'annonce dans un journal officiel et la preuve du blocage de l'argent de ton capital de départ dans une banque. Et tu vas enfin recevoir par courrier ton premier extrait CABIS, qui contient ton numéro de SIRET. Le numéro de ton entreprise. Et donc te permettre de commencer ton activité, à facturer tes clients, etc. Alors c'est quoi la différence avec une micro-entreprise à part que c'est beaucoup plus chiant à créer? Déjà comme tu l'as compris, l'entreprise ce n'est plus toi. Elle a donc son compte en banque à elle et l'argent qu'il y a dessus ne t'appartient pas directement. Ensuite, sauf si tu choisis un statut particulier, tu vas devoir facturer la TVA. Donc par exemple, si tu veux facturer à un client 1000 € pour qu'il y ait 1000 € sur ton entreprise, sur ton devis et sur ta facture, tu écriras bien 1000 € hors taxe. Tu vas devoir aussi y afficher le prix TTC, c'est-à-dire le prix hors taxe plus TVA. Et comme la TVA aujourd'hui est de 20%, ça fait 1000 € plus 200, ça fait 1200 € TTC. Ton client te versera donc pas 1000 €, mais 1200 €. C'est clair. Mais les 200 € de TVA que tu as récupérés ne sont pas pour ton entreprise, elles sont pour l'État. Ou tu peux les utiliser pour les achats que fera ton entreprise. Imaginons que tu achètes avec ton entreprise un appareil photo qui coûte 1200 € TTC, donc 1000 € hors taxe. Alors ça veut dire que tu as payé 200 € de TVA. Et les 200 € de TVA que tu avais récupérés sur ta prestation des 1000 € hors taxe, ils t'ont servi à acheter les 200 € de TVA de ton appareil photo. Les 200 € de TVA que tu avais donc récupérés ne sont plus dans ton entreprise, ils sont dans une autre entreprise, tu ne dois donc plus rien à l'État. C'est clair ? Par contre, par exemple, si tu n'avais pas fait de prestation, que tu as rentré 0 € de TVA dans ta boîte et que tu achètes une caméra donc avec TVA, eh bien l'État devra te rembourser la TVA que tu as achetée en trop. On peut donc dire au final que ta caméra, tu l'as achetée hors taxe. Elle t'aura coûté le prix hors taxe. Bon, en gros, t'as compris, un des avantages d'une entreprise, c'est que tu ne payes pas vraiment la TVA. On peut dire qu'on achète sans TVA. Même si on la paye et qu'on se la fait rembourser après. T'as pigé ? C'est seulement le client final, le consommateur, le particulier qui la paye. Pas les entreprises. Quand tu as une entreprise, tu réfléchis donc en montant hors taxe. La TVA n'est qu'une taxe qui va et vient. Si ton client est une entreprise, alors c'est pareil pour lui. Il s'en foutra de la TVA que tu lui factures puisqu'il la récupérera. Mais si ton client est un particulier, ton montant sera 20% plus cher pour lui. Donc par exemple, si tes clients sont des particuliers comme pour les photos ou les vidéos de mariage, alors ça peut être intéressant d'avoir le statut de micro-entreprise pour ne pas facturer de TVA. Ensuite, quand tu montes une vraie entreprise, tu as le choix entre avoir l'IR, l'impôt sur les revenus, ou l'IS, l'impôt sur les sociétés. Mais si tu crées une entreprise, généralement, c'est pour avoir l'IS. Le principe donc de l'IS, c'est que tu es taxé seulement sur tes bénéfices, et non pas sur ton chiffre d'affaires. Donc imaginons, la première année, tu as facturé 1000 € hors taxe en tout. C'est ton chiffre d'affaires. Et tu as dépensé 700 € hors taxe en tout, en frais, en matos, en consommables, etc. Tu as donc fait 300 € de bénéfices. 1000 moins 700, 300. Tu ne seras donc pas taxé sur tes 1000 € de chiffre d'affaires, mais sur tes 300 € de bénéfices. Et l'IS est d'environ 15%, ou alors d'un tiers, mais si tu commences à faire beaucoup de bénéfices. Tu vas donc devoir payer 45 € d'IS. Il te restera alors 255 € dans l'entreprise. Mais toi alors, tu te payes quand ? T'as oublié de te payer? Alors à l'intérieur de ton entreprise, tu peux toi avoir différents statuts. Et ça dépend de la forme juridique de ton entreprise. Pour faire simple, on va parler que de deux cas, la SARL et la SAS. SARL pour société à responsabilité limitée et SAS pour société anonyme simplifiée. Comme on l'a vu, une entreprise a un capital. Ce capital est apporté par une ou plusieurs personnes et c'est à eux que l'entreprise appartient. Ces personnes, on les appelle des associés dans le cas de la SARL et des actionnaires dans le cas de la SAS. On dit que les associés ont des parts dans la SARL et les actionnaires ont des actions dans leur SAS. C'est le vocabulaire qui change quoi.
Bon, en vrai, il y a plus, mais comme je connais pas plus, on va faire simple. Et s'il n'y a qu'une seule personne à posséder l'entreprise, alors on l'appellera quand même l'associé unique, ou alors l'actionnaire unique. Et le statut change de nom. Pour la SARL, ça s'appellera une EURL, une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Et pour la SAS, ça s'appellera la SASU, société anonyme, simplifiée, unipersonnelle. Mais c'est pareil, c'est juste pour compliquer un peu plus le délire, tu vois. Si tu montes une SAS, tu peux en être le président, et tu es donc un salarié de ton entreprise, avec à peu près les mêmes cotisations qu'un salarié classique, mais sans celle du chômage. Par contre, si tu montes une SARL, tu peux en être ce qu'on appelle le gérant, et non pas le président. Et le gérant n'est pas un salarié, il ne touche pas de salaire, mais une rémunération. Oui, on joue sur les mots et c'est super chiant. Il n'est pas au régime général, mais au régime des indépendants. Donc sous le RSI, le régime social des indépendants, qui va disparaître normalement d'ailleurs. En gros, c'est là-bas qu'il va donner ses taxes. Un gérant, ça décide de sa propre rémunération avec les autres associés. Alors s'il est le seul associé, bah il décide tout seul. Sur sa rémunération, il doit payer en charge un peu plus de la moitié de ce qu'il compte se donner. Par exemple, si tu veux toucher ton entreprise 1000 €, alors ça coûtera à ton entreprise environ 1500 €. Ou tu peux réfléchir à l'envers. Si tu as 1500 € dans ton entreprise que tu veux utiliser pour te rémunérer, alors tu enlèves un tiers de charge et il reste 1000 € pour toi. Si tu es président de ta SAS, alors c'est à peu près pareil. C'est un peu moins de la moitié en plus de ton salaire. Et tout ce qui est dépenses de rémunération ou de salaire sont comptés comme les autres dépenses de frais. Donc si tu as un chiffre d'affaires de 10 000 € et que tu utilises 8 000 € pour ta rémunération et que tu as dépensé 1000 € en tout en frais, alors il te reste 1000 € de bénéfices sur lesquels tu vas payer les 15% d'IS. 3. L'intermittence. Si tu ne comptes pas gérer tes propres clients, employer des gens ou investir dans beaucoup de matériel, alors je pense que le statut d'intermittence est le plus adapté pour toi. Alors comment ça marche? Ok, si une entreprise veut te rémunérer en tant qu'intermittent et a 1000 € hors taxe pour le faire, alors elle va d'abord payer presque 40% en charge patronale. Ce qui va donc te donner ton salaire brut, c'est-à-dire 600 €, sur lesquels tu as 24% de charge salariale, on va dire un quart, ce qui te donne ton salaire net de 456 €. Pour arrondir, on va dire que tu touches directement un peu moins de la moitié de ce que l'entreprise va débourser pour pouvoir te payer. Et là tu te dis, mais il vaut mieux être micro-entrepreneur alors. Surtout que la première année j'ai 25 ans donc j'aurai que 5% de charge. Donc si je facture 1000 €, je toucherai 950 € au lieu de 456. Oui, sauf que si tu arrives à être intermittent, c'est-à-dire que tu cumules plus de 507 heures en moins d'un an, alors tu seras indemnisé avec le chômage intermittent l'année qui suit. Donc ok, l'intermittence a beaucoup de charges mais sécurise mieux ton salaire, et être micro-entrepreneur en fait c'est très instable. Pour résumer et se faire une idée claire et arrondie, si on se dit qu'on a 1000 € hors taxe pour rémunérer quelqu'un, si tu es micro-entrepreneur, tu factures 1000 € hors taxe, tu enlèves environ 25% de charge et tu as donc 750 € net, sans indemnisation derrière. Si tu as ton entreprise et donc tu es gérant ou président salarié, tu enlèves environ un tiers de charge, ce qui te donne environ 660 € net, sans indemnisation derrière. Et si tu es intermittent, tu enlèves un peu plus de la moitié, 54%, ce qui te donne 456 € net. Avec indemnisation les journées où tu ne bosses pas, si tu as réussi à avoir ton statut. Voilà, j'espère que tout ça est plus clair dans ta tête. En tout cas, sache qu'il n'y a pas un statut ultime meilleur qu'un autre, ça dépend vraiment de ce que toi tu veux faire. N'hésite pas à compléter ce que j'ai dit dans les commentaires ou à me corriger si j'ai dit de la merde. Dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux fixer tes tarifs, établir des devis, négocier, etc. Et je n'ai pas parlé de tout ce qui est rémunération d'auteur et droit d'auteur, sûrement dans une prochaine vidéo. Donc si tu cherches d'autres conseils sur tout ce qui tourne autour de la création vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne rouge vert bleu et à activer la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Et merci Mathieu Barbaret de m'avoir aidé à écrire cette vidéo et à vérifier que je disais pas trop de conneries. C'était Guillaume, ciao!